Les plus anciennes momies du monde ont été découvertes en Asie du Sud-Est. Une découverte archéologique extraordinaire en Chine, datant d'il y a près de 4000 ans. Pendant des années, les scientifiques ont supposé que l'ADN ancien laissait toujours des traces, des descendants quelque part dans le monde vivant. Puis, dans l'ouest de la Chine, une tombe vieille de 4000 ans a remis cette croyance en question. Des archéologues vont mener des analyses ADN modernes qui ont déterminé que les anciens voyageurs n'étaient pas chinois. Son génome était intact, lisible et profondément inattendu. Pour comprendre comment cela a été possible, il faut commencer par le désert qui a refusé de la laisser disparaître. Là où les déserts défient la décomposition. Le bassin du Tarim se situe au cœur de l'ouest de la Chine. C'est l'un des paysages les plus secs et les plus extrêmes que l'homme ait jamais habité. Un endroit où le vent saturé de sable, le sol couvert de sel et les variations de température peuvent tuer en une seule nuit. Et pourtant, ce que cette région détruit en confort, elle le préserve en chair. La combinaison rare de sécheresse, de sel et de chaleur violente le jour, suivie d'un froid glacial la nuit, crée des conditions uniques presque partout sur Terre. Les microbes qui se nourrissent normalement de matière organique peinent à survivre. L'humidité s'évapore trop rapidement pour que la décomposition s'installe. Même les insectes trouvent peu de prise ici. Ainsi, au lieu de pourrir, les restes humains se dessèchent, se raidissent et perdurent. Les corps enterrés dans cette terre ne disparaissaient pas avec le temps. Ils se transformaient en capsules temporelles. Pas seulement les os ou les cheveux, mais les vêtements, la peau et, étonnamment, l'ADN. Ce que l'environnement prenait à la vie, il le rendait à la mort. Une conservation quasi parfaite qui renfermait des secrets pendant des millénaires. Mais ce n'était pas un musée, pas d'huile d'embaumement. Pas de tombeau en pierre, la nature et non le rituel a rendu ces restes immortels. Une sépulture faite pour disparaître, elle n'a pas été enterrée dans la grandeur. Pas de palais, pas de sculpture, pas de chambre scellée contre le temps. Juste une tombe peu profonde creusée dans le désert, son corps allongé dans un cercueil étroit en bois en forme de bateau. Le site est aujourd'hui connu sous le nom de cimetière de Xiao, l'un des nombreux dispersés à travers le bassin du Tarim. Daté du début du deuxième millénaire avant notre ère, quelque part entre 2000 et 1500 avant notre ère, cette femme a vécu il y a près de 4000 ans. Son cercueil n'était pas scellé, le bois était assemblé grossièrement, aucune tentative pour bloquer l'air ou l'humidité, aucun indice d'embaumement ou de conservation rituelle. Des poteaux en bois marquèrent la tombe, debout comme des sentinelles silencieuses dans le sable, mais ils n'offraient aucune protection. Les archéologues pensent que la forme de bateau pouvait avoir une signification symbolique ou simplement permettre de tirer parti de matériaux limités. Quoi qu'il en soit, la sépulture n'était pas faite pour durer. Son peuple s'attendait à ce que son corps disparaisse, comme tous les corps le font. Mais le désert a refusé. Des milliers d'années plus tard, lorsque sa tombe fut découverte, son visage regardait encore, la peau intacte, les cils présents, les cheveux collés à son cuir chevelu. Des indices tissés dans la laine. Avant que les scientifiques ne touchent à son ADN, ses vêtements avaient déjà commencé à raconter leur propre histoire. La femme était vêtue de laine. Un matériau qui ne témoigne pas de la chasse nomade, mais de quelque chose de plus stable. L'élevage, les animaux domestiques et les compétences textiles transmises de génération en génération. La laine implique de la planification. L'élevage demande de prendre soin des animaux sur le long terme. Le filage et le tissage exigent du savoir, du temps et de la routine. Ces vêtements étaient fonctionnels, adaptés à la vie dans un désert impitoyable, cousus solidement, renforcés aux coutures et visiblement réparés au fil du temps. Ce n'étaient pas des habits d'enterrement, ils avaient été portés, raccommodés, réutilisés et recyclés jusqu'à la fin. Dans une terre aux ressources limitées, le gaspillage n'était pas une option. Et ce détail, ces vêtements usés mais fonctionnels, suggèrent une vie façonnée par la nécessité et non par le paraître. Les momies voisines du site de Xiaohe ont conservé d'autres indices étonnants. Certaines étaient enterrées avec des produits laitiers fermentés placés près du cou, probablement parmi les plus anciennes preuves directes de fabrication de fromage sur Terre.
Ensemble, la laine et le fromage indiquaient aux scientifiques que la communauté de cette femme ne se contentait pas de survivre au désert. Elle s'y adaptait avec résilience et ingéniosité. Une nourriture qui ne devrait pas exister. Le bassin du Tarim ne produit pas de céréales. Il ne permet pas l'élevage laitier. Et pourtant, enterré avec cette femme, on a trouvé des signes des deux. Près de son corps, les archéologues ont découvert des restes de blé et de millet. Des céréales qui ne peuvent pousser naturellement dans cet environnement sans culture ou commerce. Encore plus surprenant, des traces de produits laitiers anciens, placés près du cou ou de la poitrine. Il ne s'agissait pas de restes alimentaires aléatoires, mais de pièces soigneusement préparées et fermentées, ce que les scientifiques reconnaissent aujourd'hui comme l'une des plus anciennes preuves directes de fabrication de fromage dans le monde. Ce détail seul a stupéfié les chercheurs. La transformation du lait demande de la planification, du timing et une connaissance approfondie, surtout dans une terre aussi sèche. Mais cela suggère aussi quelque chose de plus. Cette communauté entretenait des liens culturels bien au-delà du désert. Certains archéologues ont initialement supposé qu'elle faisait partie de grandes vagues de migration indo-européenne. Mais lorsque les résultats ADN sont arrivés, cette théorie s'est effondrée. Culturellement, ils ont pu emprunter outils et techniques à des voisins lointains. Mais biologiquement, ils étaient entièrement uniques. Des os qui portent le passé. Son corps n'a pas seulement survécu, il a enregistré la vie qu'elle a vécue. La forme de ses os et l'usure de ses articulations dessinaient un portrait de mouvement incessant. Les scientifiques ont identifié des motifs cohérents avec de longues marches, le transport de charges et la répétition des mêmes tâches physiques sur des années. Il ne s'agissait pas de blessures liées à un traumatisme unique. C'étaient les signatures de l'endurance, gravées dans sa colonne vertébrale, ses genoux et ses épaules, par une vie de travail quotidien. Aucun signe de privilège, aucun indicateur osseux d'une vie protégée. Ses muscles avaient été puissants, ses os portèrent le coup. Et pourtant, cette force existait à côté d'un détail discret qui humanisait tout. Des vêtements raccommodés encore et encore, cousus non pour l'enterrement, mais pour survivre. Pris ensemble, les indices révèlent une personne adaptée à la rareté, où la résilience n'était pas un trait, mais une nécessité. Elle vivait dans un monde exigeant un effort du lever au coucher du soleil. Les céréales, le fromage, la laine, tout indique une communauté qui planifiait, travaillait ensemble et dépendait de chaque main pour survivre au désert. Un génome sans voisin. Lorsque les scientifiques ont séquencé son ADN, ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Elle appartenait à une population ancienne très distinctive. Génétiquement différente des groupes environnants que les chercheurs attendaient dans cette région, son génome ne correspondait ni aux Asiatiques de l'Est, ni aux Asiatiques centraux, ni aux Européens. Il ne se fondait dans aucune des populations connues pour avoir traversé cette partie de l'Eurasie durant l'âge du bronze. À la place, elle se regroupait avec une lignée ancienne exceptionnellement isolée, dont les plus proches parents n'existaient pas dans le monde d'aujourd'hui, mais dans le passé génétique profond. Selon des études évaluées par des pairs, ces premiers habitants du Tarim forment un cluster génétique ancien distinct qui ne dérive pas étroitement des populations voisines de l'âge du bronze que les scientifiques attendaient. Son génome représente une ascendance ancienne rare, concentrée de manière inhabituelle, beaucoup plus isolée que prévu, et sa signature, la plus proche, se retrouve principalement dans des restes anciens plutôt que dans un groupe clair et distinct aujourd'hui. Pendant des années, de nombreux chercheurs supposaient que les populations anciennes de cette région montreraient une continuité génétique claire ou un mélange avec des groupes ultérieurs. Les résultats du Tarim ont remis en question cette attente, montrant une population restée remarquablement isolée pendant des siècles. Preuve puis confirmation. Au début, ces découvertes ont surpris. Un seul génome pouvait-il vraiment représenter une population oubliée entière ? Contamination, erreur de laboratoire ou problème d'échantillonnage, tout a été envisagé. Les chercheurs ont donc testé une autre momie. Cette fois, il s'agissait d'un corps provenant d'un site funéraire différent, enterré plusieurs siècles plus tard, dans un style légèrement différent. L'agencement de la tombe, la construction du cercueil et la position géographique variaient tous. Si le premier génome était une anomalie,
Le second aurait dû diverger. Mais il n'en fut rien. La deuxième momie, bien que séparée par plusieurs générations, portait la même signature génétique rare. La correspondance n'était pas partielle, elle s'étendait sur de multiples marqueurs, trop cohérentes pour être une coïncidence. Des laboratoires indépendants ont traité l'ADN avec des outils séparés. Des échantillons témoins ont éliminé toute contamination. Les données brutes ont confirmé le chevauchement. Ensemble, les deux corps révélèrent quelque chose de crucial. Il ne s'agissait pas d'une lignée familiale, c'était une population. Leur ascendance commune allait plus loin que la mémoire individuelle. Elle montrait une communauté qui vivait, se reproduisait et restait génétiquement stable pendant des siècles. Même lorsque les traditions funéraires changeaient légèrement, leur ADN restait identique. Ce qui avait commencé comme une curiosité devint quelque chose de beaucoup plus grand. Un miroir sur une lignée humaine durable. Une culture sans lien. Ce qui a vraiment surpris les scientifiques n'était pas seulement l'isolement de leur ADN, mais la contradiction qu'ils révélaient. Bien que leur ascendance génétique soit profondément enracinée et distante de celle de leurs voisins, leur culture matérielle présentait des similarités surprenantes avec des groupes situés à des milliers de kilomètres. Les vêtements en laine, la fermentation des produits laitiers, les structures funéraires, tout rappelait des pratiques observées chez des pasteurs de l'âge du bronze comme les Yamnaya et les Afanasievo, génétiquement sans lien. Cela a soulevé une possibilité provocatrice. La transmission culturelle pouvait aller plus loin que les gènes. Ces habitants du désert auraient pu apprendre des techniques, adapter des outils et imiter des coutumes sans se marier avec des étrangers ni les absorber. Cela contredisait une idée longtemps admise en archéologie, selon laquelle la culture et la génétique se déplacent ensemble. En réalité, elles peuvent diverger. Objets et idées traversaient les déserts, même lorsque les hommes ne le faisaient pas. Ainsi, tandis que l'ADN de cette femme la désignait comme un cas génétique à part, sa tombe suggérait qu'elle faisait partie d'une conversation culturelle plus large, façonnée par l'échange, l'observation ou l'influence lointaine, plutôt que par un contact direct. Cela rendait sa communauté encore plus unique, culturellement connectée, mais biologiquement séparée, une civilisation qui observait le monde à distance et survivait sans s'y fondre. Une lignée lentement effacée. Son ADN n'a pas disparu du jour au lendemain, il s'est estompé, silencieusement, progressivement, génération après génération. Il n'existe pas d'explication unique prouvée pour ce qui est arrivé à l'identité génétique distincte de cette population, mais un scénario plausible est un mélange progressif au fil du temps où les signaux uniques d'un petit groupe se diluent à travers les générations. À mesure que les populations environnantes s'étendaient, que ce soit à cause des changements climatiques ou des migrations, l'isolement du désert commença à s'éroder. Le contact augmenta, et avec lui, le métissage. Les enfants issus de ces unions portaient des fragments des deux mondes. Au fil du temps, ces fragments se brouillèrent. Les rares marqueurs génétiques de son peuple, autrefois intacts, devinrent des murmures statistiques, trop faibles pour être détectés. Cela ne signifie pas qu'ils ont disparu. Leur culture a pu perdurer à travers les coutumes, les vêtements ou la nourriture. Mais génétiquement, ils furent absorbés. Sa lignée ne s'effondra pas, elle fusionna. Les cartes ADN modernes ne montrent que ce qui reste visible. Elles ignorent les histoires inscrites dans les parties qui se sont effacées. Et c'est ce qui rend son génome si rare. Il a capté le signal avant qu'il ne soit perdu, un bref instant d'identité préservé avant que l'histoire ne l'ensevelisse dans le silence. Elle n'a laissé derrière elle aucun royaume, seulement le silence, scellé dans le sel. Son peuple ne disparut pas dans le feu ou l'inondation. Il se dissout comme des minéraux dans l'eau, toujours présents, mais invisibles. Si une lignée peut s'effacer ainsi, combien d'autres ont échappé à l'histoire ? Partagez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous pour d'autres histoires que le temps a presque effacées.